Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, la situation toujours confuse à Madagascar. Ce dimanche, le président Rajoelina est sorti du silence pour dénoncer une tentative de déstabilisation et de division. De son côté, le CAPSAT a affirmé prendre le contrôle des forces armées malgaches. La correspondance à Tananarive en début d'édition. Et avec nous ce soir pour évoquer les derniers développements, Tin Rakoto Malala, cofondateur du think tank Diapason. Il est notre invité. Jour de vote au Cameroun, 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leur président de la République. Les bureaux de vote sont fermés. Le taux de participation est le principal enjeu de cette journée. Enfin, l'Éthiopie accuse l'Érythrée de se préparer activement à une guerre. Dans un courrier adressé au secrétaire général de l'ONU, l'Éthiopie dénonce les actions de son voisin menaçant sa sécurité et sa stabilité. Une mascarade mensongère, répond l'Érythrée. Et on ouvre ce journal à Madagascar avec cette question: qui dirige la grande île ce dimanche matin, le président Rajoelina est sorti du silence et a dénoncé une tentative de prise de pouvoir illégale par la force. Quelques heures plus tard, le CAPSAT a affirmé avoir pris le contrôle des forces armées et nommé un nouveau chef d'état-major des armées. Écoutez le déroulé de cette journée mouvementée avec notre correspondance à Tana, Gaël Borgera. Il aura fallu 24 heures pour que le destin du président Rajoelina bascule, 24 heures pour que la gendarmerie laisse le champ libre aux manifestants et pour qu'une partie de l'armée se joigne à eux. Puis ce dimanche, sans décret, sans l'aval du gouvernement, l'unité militaire du CAPSAT a imposé un nouveau chef d'état-major. La gendarmerie également a annoncé un nouveau commandement, ce qui veut dire qu'il ne devrait plus recevoir l'ordre de réprimer les manifestations. D'ailleurs, ce dimanche, des centaines de personnes ont rallié librement la place du 13 mai pour se recueillir et rendre hommage aux manifestants tués ces dernières semaines. Toujours aucune apparition de Rajoelina depuis samedi, lorsque les forces de l'ordre ne répondaient plus aux ordres de bloquer les manifestants. Le président Rajoelina a publié un communiqué disant qu'il dirigeait toujours et qu'il n'avait pas fui. Pourtant, il a été abandonné par deux de ses proches, l'ancien Premier ministre Christian Tsai et l'homme d'affaires Mam Ravatmang, qui se sont envolés précipitamment vers l'île Maurice samedi soir. Et pour décrypter ce qui se joue actuellement à Madagascar, avec nous notre invité du soir, Tin Rakoto Malala, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Vous êtes cofondateur du think tank Diapason. Je le disais, on attendait une prise de parole du président Rajoelina. On l'a eu, mais via un communiqué, pas de vidéo, pas de son. Est-ce le signe d'une panique au sein du pouvoir? Sait-on où est le président? Bien, merci pour votre invitation. Nous avons pas mal d'informations provenant du terrain. La difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir une information fiable et vérifiée. Ce que l'on sait, et d'après ce que disait Gaël Borgera, effectivement, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes proches du gouvernement qui commencent à partir de Madagascar. Maintenant, est-ce que la question, c'est où est le président, ou plutôt, que va devenir Madagascar avec sa gouvernance? Et c'est là où c'est intéressant, parce que la démarche de la Gen Z n'est pas tant de changer de tête, mais changer le système. Et ils sont en marche, justement, pour changer ce système-là, avec l'aide d'une fraction de l'armée qui s'appelle la CAPSAT. Et justement, depuis hier, cette unité de l'armée qui s'est révélée être à l'origine de ce mouvement de mutinerie, il s'agit de la CAPSAT, corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques. Qui sont-ils? Quel est leur poids au sein de l'armée? Pouvez-vous nous en parler? Alors, comme je le disais, c'est une fraction de l'armée. Mais ils ont un poids symbolique, dans le sens où c'est une unité d'élite. En 2009, pour rappeler un peu l'histoire, ils ont eu ce qu'on appelle le mutiné de CAPSAT, qui a changé la donne politique à Madagascar, qui a fait que le président actuel a pu accéder aux hautes fonctions de l'État. Et le fait de s'être positionné avec finalement la population, c'est un message qu'ils sont en train de passer.
Et c'est aussi un début de fracture. Et cette fracture, c'est une sorte de fragmentation diffuse où petit à petit, des casernes se rallient au CAPSAT et petit à petit dans l'armée. À un moment donné, on va se trouver dans une situation où il va y avoir un effet de masse, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, avec des scénarios possibles que l'on peut aborder par la suite. En parlant des scénarios possibles, d'ailleurs, le colonel Michael Randrianirina, à la tête du CAPSAT, ne veut surtout pas parler de coup d'État pour l'instant, en rappelant que l'armée a répondu à l'appel du peuple. Est-ce qu'on peut parler, dans ce cas-là, d'un coup d'État populaire ? Bien, pour l'instant, il n'y a pas de coup d'État. Un coup d'État, ça suppose que l'armée prenne le pouvoir. Si l'armée prend le pouvoir, il y a un coup politique qui sera défavorable pour Madagascar. Aujourd'hui, on a... Comment ils se positionnent alors ? Ils ont effectué cette, on va pas dire ce coup de force, on va dire, mais en même temps, ils ne veulent pas parler de coup d'État. Ils disent que la place des militaires est dans les casernes. Donc, en ce moment, on a l'impression que ce qui se joue, c'est un positionnement. C'est un positionnement. C'est un positionnement en faveur de la population. Motivés par le fait qu'ils ne veulent pas avoir une position de répression trop forte vis-à-vis de la population, parce qu'ils sont issus eux-mêmes de la base de la population. Nous allons vers un scénario où ça sera un arbitrage militaire encadré. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les militaires vont grossir dans la partie de la population, et par la suite, ils vont demander, est-ce que vous avez des interlocuteurs de la GENZI ? Est-ce que vous avez des représentants ? Et ils vont certainement demander, est-ce que vous avez une feuille de route ? Et à ce moment-là, il y a une discussion qui se mettra en œuvre, une discussion de l'ordre de, très bien, que faisons-nous pour conduire ce pays ? Et à ce moment-là, ça sera une autre forme, ça ne sera pas un coup d'État, on sera toujours dans la démarche de la population qui exprime finalement un besoin, c'est les droits fondamentaux. Et on rappelle un peu l'histoire, c'est que le président actuel en 2009 disait lui-même, le pouvoir appartient au peuple et le peuple doit pouvoir prendre le pouvoir et le président doit pouvoir rendre le pouvoir. Et ce sera ma dernière question. Très rapidement, à vous entendre parler, un retour du président Razoelne au pouvoir paraît inenvisageable. Vous parlez de lui limite au passé ? Eh bien, aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a eu un changement au niveau de la gouvernance. Il a limogé l'ensemble de son gouvernement. Il n'a plus d'appui. C'est un gouvernement vide aujourd'hui. Et donc, comment peut-il gouverner sans avoir d'appui au sein de son équipe, de sa gouvernance ? Et globalement, il est assis sur une chaise où il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus que deux options finalement. L'option, c'est soit il rend son tablier, soit il fait un coup de force. Merci beaucoup, Tine Rakoto Malala. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24 et on continuera de suivre les derniers développements à Madagascar. Merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Autre titre de ce journal, le scrutin présidentiel au Cameroun. 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Le vote s'est plutôt déroulé dans le calme. Les bureaux de vote ont fermé à 18h heure locale et le dépouillement a immédiatement commencé. L'un des enjeux de cette journée sera la participation. Les précisions de notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Ouvert à 8h, les bureaux de vote ont fermé à 18h heure locale pour un scrutin qui a mobilisé les Camerounais comme cet électeur qui, après 43 ans de régime Biya, espère un changement. Tout système est appelé à se renouveler, sinon il se sclérose. Et je crois qu'au Cameroun, après 42 ans, il est temps qu'on change. 55 000 observateurs nationaux et internationaux ont été accrédités pour surveiller cette élection qui s'est globalement déroulée dans le calme, selon le ministre camerounais de l'administration territoriale, une tendance confirmée par Abomo Joseph de l'ONG Justice sans frontières. Nous avons pu constater dans des bureaux de vote
comment on a scellé les urnes, nous avons constaté, vérifié les isoloirs et tout. Nous avons l'impression, nous sommes ici à l'école publique de Bastos, nous avons constaté que tout va dans les bonnes conditions. Néanmoins, signaler ces incidents à Garoua, chef-lieu de la région du Nord et fief du candidat du FSNC Issa Tiroma Bakari, plusieurs fois ministre de Paul Biya, devenu aujourd'hui son principal challenger, des échauffourées qui ont opposé les forces de l'ordre à ses sympathisants chauffés à blanc, des forces de l'ordre qui ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Immédiatement après la fermeture des bureaux de vote, le dépouillement a commencé sous le regard de nombreux électeurs venus surveiller leur vote. Les résultats définitifs sont maintenant attendus au plus tard dans 15 jours, des résultats qui seront publiés par le Conseil constitutionnel après avoir vidé d'éventuels contentieux. L'Éthiopie et l'Érythrée vont-elles entrer en guerre? Ce serait le projet de l'Érythrée selon un courrier envoyé par le ministre des Affaires étrangères éthiopien au secrétaire général des Nations Unies. Il y affirme la volonté éthiopienne de préserver la paix et appelle la communauté internationale à s'impliquer pour aider à résoudre les tensions entre les deux pays. Les précisions de notre correspondant régional Bastien Renouille. Dans son courrier, le ministre des Affaires étrangères éthiopien affirme que l'Érythrée est en train de se réarmer, qu'elle mobilise des hommes et qu'elle a signé un accord avec le Front de libération du peuple du Tigré, ce parti politique qui contrôle le Tigré, une région du nord de l'Éthiopie qui a été au cœur d'un terrible conflit entre 2020 et 2022 qui a fait près de 600 000 morts. À l'époque, le gouvernement fédéral éthiopien s'était allié à l'Érythrée qui était entrée au Tigré pour faire la guerre au TPLF. Depuis, elle n'a pas quitté le territoire, elle est toujours présente au Tigré, mais les relations entre le TPLF et l'Érythrée ont évolué. Certains membres du TPLF se sont rapprochés du gouvernement érythréen. Alors, impossible de dire s'il existe réellement un accord militaire, mais les membres du TPLF et de l'Érythrée affirment en tout cas qu'il n'y a pas d'accord et qu'il n'y a aucune guerre en préparation. Alors, pour l'instant, il y a une guerre des mots. Va-t-il y avoir un conflit réel? Difficile de le dire, mais si tel était le cas, il y a de grands risques qu'il ait un impact terrible pour la population. Il y a déjà eu une guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Elle avait mené à l'indépendance de l'Érythrée en 1993 et cette guerre avait fait des dizaines de milliers de morts. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue. En avril 2023, des défenseurs des droits de l'homme kényans découvrent une secte morbide dans la forêt de Shakahola. Sur place, ils déterrent plus de 400 cadavres ensevelis dans des fosses communes. Le pasteur Paul Mackenzie de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle encourageait ses fidèles à se laisser mourir de faim pour rencontrer Jésus avant que l'Apocalypse ne s'abatte sur terre. Ici au Kenya, la liberté de religion est absolue. Les pasteurs peuvent dire ce qu'ils veulent dans leurs sermons sans être contrôlés, avec parfois les conséquences dramatiques que l'on a vues à Shakahola. Un procès est en cours. Billet retour à Shakahola. Retrouvez notre reportage sur France 24.